Épisode 64, le choix de Juana. Dans la salle d'audience, la tension est palpable. L'avocat prend la parole avec force et accuse, Rogelio Fuenmayor veut détruire la brasserie Rubio, car il est l'actionnaire majoritaire de la brasserie Astro. Ces mots résonnent comme une bombe. Il dévoile un conflit d'intérêts flagrant et laisse entendre un complot économique destiné à écraser les Rubio. Les regards se tournent vers Rogelio, dont l'assurance commence à vaciller. Pendant ce temps, Amparo reçoit un appel bouleversant. C'est son fils Manuel qui la contacte. Sa voix est brisée par la peur. Amparo, le cœur serré, lui dit en pleurant, « Dis-moi où tu es, je viendrai te chercher. » Mais Manuel, perdu et effrayé, lui répond qu'il ne sait pas où il se trouve. Il la supplie d'écouter son avertissement, « Éloigne-toi de papa, dénonce-le. » Sa voix tremble, ses mots trahissent la terreur qu'il ressent face à son propre père. Amparo s'effondre en larmes, incapable de supporter cette détresse, mais Manuel raccroche brusquement, la laissant dans l'angoisse. Un peu plus tard, on retrouve Manuel enfermé avec d'autres. Un camarade tente de relativiser, « Il vaut mieux qu'il s'en prenne à elle plutôt qu'à toi. » Mais Manuel, rongé par la douleur, s'emporte. Il crie que son père n'a jamais agi comme un père, que jamais il n'a ressenti d'amour paternel. Désespéré, il murmure, « Ils vont nous tuer, qu'est-ce qui m'attend, à moi ?» Son désespoir glace le sang et révèle toute l'horreur de sa situation. De retour en prison, Gabriel Rubio reçoit la visite d'un homme inattendu, Bruno, qui s'avère être le frère de Camila. Gabriel, ému et reconnaissant, lui dit, « Merci pour tout ce que tu as fait. » Mais l'homme reste froid, « Je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait parce que ma sœur m'a demandé de veiller sur toi. » Sa voix est ferme, dénuée de tendresse. Avant de partir, il ajoute avec gravité, « Si tu veux vraiment aider, prends soin d'elle. Dehors, elle court plus de danger que moi ici. » Ces mots résonnent comme une mise en garde. Parallèlement, Juana et son allié étudient de mystérieuses photographies prises la nuit du meurtre. Juana confie qu'elle avait raconté cette nuit étrange, mais jamais elle n'avait imaginé que des images aussi nettes puissent exister. Certaines sont floues, d'autres laissent deviner des silhouettes. Son allié lui explique qu'en ajustant la luminosité et l'exposition, on pourrait peut-être y voir plus clair. Il décide d'envoyer ces clichés à des experts pour analyse. Dans une autre séquence, aux funérailles de Ramón, Felipe, brisé par le deuil, rend hommage à son père disparu, « Il m'a appris la vertu de reconnaître ses erreurs et de demander pardon. » Vol haut, chef. Ses larmes et ses sanglots emplissent la scène d'une douleur sincère. Un peu plus tard, quelqu'un retrouve une clé USB contenant de nouvelles preuves, des photos. Elle montre un vase brisé, du sang répandu sur le sol. Juana craint que ces images ne soient jugées peu crédibles, puisque lorsqu'elle était revenue sur les lieux, tout avait disparu. Mais l'avocat insiste, Vilorio s'occupera de ça. Même sombres, ces photos peuvent être exploitées par des experts pour démontrer la vérité. Pendant ce temps, Rogelio Fuenmayor, sûr de lui, sabre le champagne. Il lève son verre et déclare cyniquement à ses proches, « Je vous ai choisi pour célébrer la fin de la brasserie Rubio. » Mais quelqu'un lui rétorque sèchement que cela n'arrivera pas. Rogelio éclate de rire, « Mais c'est déjà en train de se produire, mon fils. » Son arrogance est glaçante. Mais ailleurs, le vent tourne. Les avocats découvrent des documents compromettants, la brasserie Astro est accusée d'évasion fiscale. Chaque mois, une somme colossale est transférée vers un compte en Suisse. Les preuves sont solides et irréfutables. Elles sont présentées au juge, voici le relevé des transferts, accompagné de sa signature électronique. L'avocat précise, cela peut être qualifié de blanchiment d'argent et d'association criminelle. Il risque au minimum 14 ans de prison. Toutefois,
Il ajoute qu'une libération sous caution reste envisageable. Dans la salle d'audience, les débats reprennent. On évoque l'amitié entre Gabriel Rubio et Francisco de Armas, mais on révèle aussi que Gabriel voulait racheter les actions de Francisco, qui refusait. Une nouvelle fois, Rogelio est désigné comme l'instigateur d'un plan visant à absorber la Rubio. Mais l'avocat de la défense rétorque que rien ne prouve qu'il soit impliqué dans le meurtre. Le moment le plus tendu arrive lorsque le juge appelle Juana Bravo à la barre. L'interrogatoire est implacable. On l'accuse d'avoir eu un enfant avec Gabriel et d'avoir causé l'échec de son mariage. Juana répond calmement, avec dignité, « Oui, nous avons un enfant, mais ce n'est pas pour cela que son mariage s'est brisé. » On l'accuse ensuite d'avoir délibérément conçu cet enfant en sachant que Gabriel était marié. Juana secoue la tête, « Non, ni lui ni moi ne savions la vérité à ce moment-là. » Sa mère, indignée, se lève et s'écrie, « Je n'accepterai pas qu'on parle ainsi de ma fille. » Le juge ordonne aussitôt le silence. On reproche enfin à Juana de ne pas avoir remis les photos plus tôt. Elle explique que la clé USB avait été perdue. Elle raconte qu'elle avait entendu un bruit, découvert une mare de sang et pris des photos presque par accident. Mais l'accusation l'accuse d'avoir voulu protéger Gabriel. Juana s'effondre, en pleurs, « Non, ce n'est pas ça. » C'est alors que le procureur Castillo frappe un grand coup. Il présente une nouvelle preuve de dernière minute. L'avocat de la défense s'insurge, encore une distraction. Mais Castillo réplique fermement que grâce à l'expertise numérique, ils ont pu éclaircir les photos sombres. Et là, le choc, sur les images retravaillées, on distingue clairement le véritable assassin de Francisco de Armas. La salle explose en murmures et en cris de stupéfaction. Tous les regards se tournent vers l'écran, la vérité éclate enfin au grand jour. C'est la fin.